Ce bac vous est familier? On le retrouve partout au Québec, dans les villes et les municipalités, mais également chez la plupart des détaillants en quincaillerie et en rénovation. C'est l'outil avec lequel Éco-Peinture travaille pour récupérer la peinture et ses contenants à travers la province. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes un maillon important dans la chaîne de la récupération de la peinture. Votre rôle est essentiel puisque vous devez au quotidien recevoir les contenants qu'on vous apporte, les identifier et les déposer dans le bac. Vous êtes en contact avec la clientèle. Vous pouvez faire une différence dans la qualité des arrivages à l'usine de traitement. Cette formation vise à vous donner les bons outils pour être en mesure de reconnaître les produits acceptés et non acceptés, transmettre la bonne information à la clientèle et assurer la sécurité de tous ceux qui ont à manipuler les différents produits. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez vous référer au guide de la récupération de la peinture. Bonne formation! C'est en 2001 que le gouvernement adopte le règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mises au rebut. Cette mesure oblige toute entreprise mettant en marché de la peinture architecturale à récupérer ou à faire récupérer les résidus de peinture et les contenants vides. Depuis, l'efficacité du programme instauré par Éco-Peinture permet chaque année de récupérer plus de 6 millions de kilos de peinture et de contenants. Mais saviez-vous que la récupération de la peinture commence bien avant l'arrivée du règlement? On remonte au début des années 90 au CFR Victoriaville, une équipe d'enseignants, dont M. Normand Maurice, qui avait comme mandat de former des élèves à l'emploi dans leur CFR, ont donc initié de récupérer, de relever le défi de ramasser la peinture qu'on avait dans nos fonds de garage à travers le Québec. Alors, Normand a donc réussi, dans les années 97, à créer un lien d'affaires, un partenariat d'affaires avec le monde de la peinture pour aller un peu plus loin dans tout ça et mettre une structure pour l'ensemble du Québec. Et l'organisme Éco-Peinture a donc été constitué officiellement pour bien encadrer la suite de ce qui se passerait. Et à ce même moment, le gouvernement du Québec se préparait à mettre un règlement en place qui imposerait aux producteurs de peinture de voir en fin de vie à récupérer leur peinture. Éco-Peinture a toujours été celui qui a initié le développement pour assurer à l'ensemble du Québec qu'on ait une structure efficace de collecte, de récupération et de valorisation efficace de la peinture. Alors, dès le départ et encore aujourd'hui, Éco-Peinture est l'organisme qui voit à cette bonne gestion. Donc, nous, Éco-Peinture, on n'a pas le choix de se conformer à cette réglementation-là. On a des obligations qui sont déterminées par la réglementation. Entre autres, on a des objectifs de récupération à atteindre chaque année pour ce qui est des peintures, pour ce qui est des contenants de peinture vides et aussi pour les aérosols. On a également les produits visés qui sont déterminés par le règlement. Quand on parle de produits visés, on fait référence aux peintures architecturales et à tous les produits qui peuvent y être associés. Donc, un produit non visé par le règlement ne peut pas être accepté par le programme d'Éco-Peinture et ne devrait donc pas se retrouver dans un bac de récupération de la peinture à ce moment-là. Règle générale, on retrouve les peintures architecturales en vente libre dans toute quincaillerie du Québec et tout magasin spécialisé en peinture et en décoration. Elles sont accessibles aux consommateurs et sont principalement utilisées dans les secteurs de la construction ou de la rénovation résidentielle et commerciale. Par exemple, apprêt et peinture, latex, alkyd et émail, pour usage général tel que l'application sur les murs et les plafonds des maisons, les peintures à métal et anti-rouille, les peintures aluminium et à mélamine. D'autres produits pouvant être associés à la peinture architecturale sont également acceptés par le programme. Par exemple, les teintures que l'on applique, entre autres, sur les patios, les vernis, les gommes lacs, les protecteurs à bois et à maçonnerie, sans oublier les huiles de protection et de finition. Les peintures en aérosol et leurs contenants, ainsi que les contenants de peinture vide, sont aussi des produits visés par le règlement et acceptés par le programme d'Éco-Peinture. Que ce soit pour usage général, industriel, artistique, pour l'automobile ou pour le marquage du bois, tous les types de peintures vendues sous forme d'aérosol sont acceptés dans les bacs de métal d'Éco-Peinture. Qu'ils soient vides ou non, vous devez donc placer tous les aérosols dans le panier à l'intérieur du bac.
Une fois qu'il est complètement vide, un contenant de peinture, qu'il soit fait de métal ou de plastique, est 100% recyclable. Si un client vous apporte un contenant vide, acceptez-le. Il vaut mieux qu'il se retrouve dans un bac de récupération qu'à la poubelle. Profitez-en pour lui parler du site Internet Éco-Peinture où apparaissent l'ensemble des options de recyclage s'offrant à lui, qui, mises en pratique, lui permettront de minimiser les déplacements la prochaine fois. Enfin, vous pouvez lui expliquer les principales règles à respecter indiquées dans le guide. Le programme de récupération de peinture a été mis en place en 2001. À l'époque, les membres qui ont participé à la création d'Éco-Peinture ont pris la décision de financer le programme via un frais écologique qui serait versé pour chacun des contenants de peinture qui est vendu dans la province de Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Éco-Peinture, c'est un organisme à but non lucratif. Okay? Ce n'est pas un organisme gouvernemental, ce n'est pas une entreprise privée. Sa seule source de revenus, ce sont les frais écologiques. Donc, lorsque on retrouve des produits dans nos bacs qui sont des produits non visés par la réglementation, on n'a reçu aucune forme de subvention ou d'aide pour nous aider à assumer les dépenses reliées au coût de gestion de ces produits-là. Les coûts de gestion étant principalement les coûts de transport, les coûts de traitement qui sont quand même importants pour notre organisme. Donc, lorsqu'on se ramasse avec, par exemple, un produit pour la réparation des toitures, nous, on doit assumer quand même le transport et les coûts de traitement de ces produits-là. Cependant, Éco-Peinture ne reçoit aucune forme d'aide de la part des gens qui mettent en marché ces produits-là. Une bonne gestion est bien sûr bénéfique sur le plan économique, mais aussi pour votre santé et votre sécurité. Il est donc primordial de respecter les consignes d'utilisation et règles de sécurité suivantes. Il faut d'abord s'assurer que la peinture est dans son contenant d'origine et que celui-ci possède toujours l'étiquette permettant d'identifier le produit. Attention, les contenants de peinture sans l'étiquette originale peuvent être acceptés à condition que le contenu soit bien identifié à l'aide d'un marqueur noir ou autre. Exemple, peinture latex, peinture à l'huile, teinture à l'huile. Un contenant sans étiquette et sans identification peut se retrouver dans les produits non acceptés. Les résidus de peinture amenés dans des pots de verre ou de yogourt doivent être refusés. Dans la mesure du possible, il faut mettre les gros contenants de 18,9 litres dans le fond du bac. Les petits contenants et les aérosols, priorité ici aux aérosols de peinture, doivent être placés dans le panier. Et finalement, il faut empiler correctement tous les contenants de peinture. Un bac en ordre maximise l'espace pour entreposer la peinture, facilite le transport et limite les déversements. Les contenants mis dans le bac doivent obligatoirement être étanches. Il faut s'assurer que tous les contenants ont un couvercle et que celui-ci est bien fermé. Les produits acceptés sont les peintures mises en marché dans des contenants d'au moins 100 ml et d'au plus 50 litres. En dessous et au-dessus de ces formats, un produit devient un produit non accepté. Il faut afficher les heures de collecte clairement et près des lieux. Il faut tenir le site dégagé et accessible en tout temps pour les transporteurs d'Éco-Peinture. Idéalement, le bac de peinture devrait être à l'intérieur ou dans un endroit couvert à l'abri des intempéries pour éviter que la peinture ne gèle en hiver, prévenir la dégradation du bac et réduire les dépôts sauvages. Un bac en désordre, qu'est-ce que ça peut occasionner? C'est surtout des déversements. Parce que les produits ne sont pas placés droits, sont placés sur le côté. Des fois, ils se font écraser, donc les couvercles lèvent. Les produits se déversent. Si en plus, on a mis des produits qui ne sont pas acceptés, on a vraiment des mélanges là, chimiques là-dedans là, qui sont vraiment pas sécuritaires, mais aussi qu'il faut penser que ces produits-là ne seront pas récupérés non plus. Là, il va falloir les envoyer à l'élimination. Moi, mon travail au département du tri, c'est vraiment de trier la peinture acceptée, genre les vernis, la liquide, le latex. Tous les produits qui ne sont pas acceptés, bien ça risque d'avoir des... comme les bases des acides, donc on peut se brûler s'il y en a dans le bac, c'est dangereux. On a quand même des gants de protection puis des lunettes, mais bien souvent, on prend des produits qui sont très dangereux, comme des toxiques, des bases, des acides. On a déjà reçu du tétrachlorure de carbone.
juste les vapeurs de ce produit-là, c'est mortel. Donc, le tétrachlorure de carbone, il nous était arrivé dans une petite bouteille en vitre. Dans le transport, si la petite bouteille en vitre, elle se casse, on s'entend que la personne qui va ouvrir le bac, elle va avoir des vapeurs mortelles là, qui vont s'échapper du bac. S'il y a des déversements, c'est plus long. Il faut tout nettoyer le bac comme il faut pour être sûr qu'il n'y ait plus de produits dans le fond du bac. Fait qu'idéalement, ça serait que les cannes soient toutes bien placées dans le bac pour pas qu'il y ait des déversements. En respectant ces règles, c'est avec fierté que vous assurez un milieu sécuritaire pour tous. Vous êtes maintenant conscient des conséquences que peuvent entraîner la présence de produits non acceptés et de produits domestiques dangereux dans le bac de récupération. Aussi, au cours des prochaines minutes, toute votre attention sera nécessaire puisque vous allez voir quels sont ces produits qui, justement, peuvent nuire à la bonne gestion de notre programme. Les produits non acceptés se regroupent en 5 catégories. Les peintures industrielles, les peintures automobiles, les produits connexes à la peinture, les peintures à usage spécialisé et les produits qui ne font partie d'aucune famille de peintures. Peut-être difficile de les démêler et les reconnaître. Voilà pourquoi nous allons servir des exemples de produits non acceptés appartenant à chacune des catégories. Il sera alors plus facile de repérer les indices permettant de les identifier. La première catégorie fait référence aux peintures industrielles qui se retrouvent en grande quantité dans notre réseau, malgré le fait qu'elles ne soient pas acceptées par notre programme. Il est toutefois possible de les reconnaître en portant une attention particulière aux différents indices reliés aux peintures industrielles. En voici des exemples. L'étiquette Simdut. Elle est facilement reconnaissable car elle est encadrée d'une ligne hachurée. Ce genre d'étiquette est apposée sur un produit contrôlé, vendu ou importé dans le but d'utilisation dans les milieux de travail au Canada. Format 18,9 litres. La peinture industrielle est souvent vendue dans des contenants de format 18,9 litres. Lorsque vous avez ce genre de format entre les mains, soyez plus vigilant et recherchez des indices afin d'identifier le produit. La mention pour usage industriel. Cette mention obligatoire se retrouve sur l'étiquette d'un produit industriel et permet immédiatement de le reconnaître. Les marques Devaux, Canlac, Matisse, Sierra, International, Lac-Nord. Ces marques se spécialisent dans les peintures industrielles. Comme vous venez de le voir, l'étiquette, une flamme, le format, la mention pour usage industriel sont effectivement de bons repères pour identifier une peinture industrielle. Mais attention, exceptionnellement, certains de ces indices peuvent se retrouver sur des produits qui sont acceptés par le programme. Un exemple à retenir, les peintures Psycho-Expert. Bien que l'étiquette Simdut soit posée sur le contenant, ces peintures ont une composition similaire aux peintures architecturales et bien souvent, elles servent aux mêmes fins d'utilisation. La différence? Elles sont vendues aux professionnels. Prenez le temps de bien lire l'information sur le contenant. Maintenant, voici d'autres produits appartenant à la catégorie des peintures industrielles. La peinture à signalisation routière, Traffic Paint, elle est entre autres utilisée pour tracer les lignes sur les routes. La peinture aux retombées sèches, Dryfall, elle s'applique à l'aide d'une machinerie spéciale et n'est pas associée à la peinture architecturale. Passons maintenant à la deuxième catégorie, les peintures automobiles. Bien qu'elles soient parfois vendues aux consommateurs, elles sont refusées par le programme. Les marques de commerce peu connues du public et l'information sur l'étiquette référant à la carrosserie, à un véhicule ou à une auto sont de bons indices pour la reconnaître. Dans l'industrie automobile, il y a également tous les produits vendus pour la restauration ou la réparation de la carrosserie d'un véhicule. Ces produits sont aussi refusés par le programme. Pour les identifier, fiez-vous à l'étiquette. Bien souvent, un dessin de voiture s'y retrouve, ainsi que les renseignements sur le produit. Ces peintures-là ont des caractéristiques qui sont différentes de la peinture architecturale, notamment au niveau de la formulation. Ce sont souvent des matières premières qui sont différentes, qui sont utilisées pour la fabrication. Ce sont des peintures ou des revêtements qui demandent une façon de faire différente, c'est-à-dire
qui vont être appliqués soit en usine ou dans des ateliers de réparation ou des ateliers spécialisés. Ce sont des revêtements également qui vont devoir avoir recours à de la main-d'œuvre spécialisée ou à des peintres professionnels. Ce sont également des peintures qui sont théoriquement, la plupart du temps, qui ne sont pas disponibles au grand public, c'est-à-dire qui sont limitées à une clientèle très spécifique. La troisième catégorie réfère aux produits connexes à la peinture, soit les décapants, solvants et diluants. Bien qu'ils entrent en relation avec d'autres produits de peinture, ils ne sont pas acceptés dans le programme. Ils sont souvent vendus dans des contenants différents de ceux utilisés pour la peinture. Les contenants oblongs, de forme allongée, sont principalement réservés pour les décapants. Ils sont aussi vendus sous plus d'une forme, soit liquide, gel ou pâte. Dans la quatrième catégorie, les peintures pour usage spécialisé, on retrouve les peintures à 2 composants, époxy. Ces peintures vendues en 2 parties doivent être mélangées avant l'emploi et durcissent très rapidement. Elles sont ni réutilisables ni recyclables. La peinture conçue pour usage artistique, la peinture anti-salissure et les produits de préservation pour la conservation du bois, catégorisés comme pesticides, font également partie de cette catégorie et doivent être refusés. La dernière catégorie, mais non la moindre, les autres produits qui se retrouvent trop souvent dans nos bacs alors qu'il n'y a aucun lien entre la peinture et ce genre de produits. D'abord, les coulis, le plâtre, les ciments, le bois plastique et les revêtements spécialisés ne sont pas acceptés. Aussi, les adhésifs et les colles, bien qu'ils soient livrés dans des contenants semblables à ceux de la peinture et qu'ils soient disponibles aux consommateurs, ne sont aucunement reliés à la peinture architecturale. Plusieurs produits peuvent être ciblés tels que l'adhésif à céramique et parqueterie, l'adhésif à tapis, prélard et couvre-plancher, l'adhésif à construction, l'adhésif pour panneaux isolants, l'adhésif pour tapisserie et finalement, la colle contact. Les produits pour toiture ainsi que les produits pour fondation, entrées asphaltées et les bouches fissures sont d'autres types de produits qui peuvent être confondus avec les peintures, puisqu'ils sont vendus dans des contenants semblables. Par contre, l'étiquette permet normalement d'identifier les produits pour toiture, les enduits à base de bitume ou de goudron, les bouches fissures et resurfaceurs d'entrée d'auto. On peut également mentionner les produits pour l'entretien, la restauration ou entrant dans un processus de réparation qui sont tous des produits non acceptés. Parmi eux se trouvent, entre autres, les teintures en gel, les cires, les imperméabilisants, les nettoyeurs et les produits de polissage. Nous espérons que cette formation vous a permis d'être bien outillé pour répondre aux différents critères du programme d'Éco-Peinture et d'en saisir tous les enjeux. Vous êtes sur la première ligne et grâce à vous, le système de la récupération de la peinture au Québec s'améliore constamment pour le meilleur de l'environnement. Afin de compléter votre formation, nous vous invitons à participer à un quiz en ligne qui visera à tester les connaissances acquises aujourd'hui. L'invitation est lancée, à vous de jouer!